Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui, malheureusement à distance. J'aurais beaucoup voulu participer à cette aventure. Malheureusement, pour des raisons professionnelles, je n'ai pas pu être parmi vous. Mais voilà, Estelle m'a demandé de vous faire une sorte d'échauffement climatique, comme tout sportif qui s'échauffe avant de pratiquer son sport de prédilection. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire rapidement aujourd'hui avec une petite présentation. Donc, je vous propose de partager mon écran. Alors, Estelle, est-ce que tu peux me donner le partage d'écran, si c'est possible? Estelle, tu as coupé ton micro, donc je ne t'entends pas. Pardon. Comment puis-je te donner la main? C'est une bonne question. A priori, tu as coupé, en fait, tu as désactivé le partage d'écran pour les participants. Alors, tiens, c'est bon pour là? Yes, c'est parfait. D'accord. Tu veux que je recommence ou non, c'est bon? Non, c'est très bien. Très bien. Alors, est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, Oui, Alors, très rapidement, je suis donc directeur au sein de l'ESSEC Business School, ici en Afrique. On a plusieurs campus partout dans le monde, en Asie, en Europe et puis à Rabat, ici en Afrique. Donc, je suis en charge des relations institutionnelles, entreprises et puis de la formation continue donc pour les professionnels qui souhaitent se former. Voilà, alors j'aurais pu vous expliquer pourquoi l'ESSEC finalement parle de développement durable, d'empreinte carbone. J'aurais pu vous parler de notre stratégie RISE, de notre démarche de transition écologique et sociale à 360 degrés, qui vise notamment à former 100% de nos étudiants et de nos participants exéquèdes aux enjeux de la transition écologique et sociale, mais vous m'auriez reproché certainement d'être trop corporate. Alors j'ai préféré vous faire une petite revue de presse de ces derniers mois qui est assez parlante. Déjà, ce Covid-19 qui a quand même plongé 40 millions d'Africains dans la pauvreté extrême. Ça, c'est des chocs systémiques qui, évidemment, menacent désormais simultanément les communautés africaines, une crise sanitaire, une crise économique, une crise aussi de la sécurité alimentaire, le tout ajouté à la crise climatique, nous le verrons, sans même parler de la crise de la guerre en Ukraine, qui a eu évidemment des répercussions énormes, d'autant plus en Afrique. Il y a aussi la question démographique qui est de plus en plus discutée. Je vous conseille un ouvrage, c'est le projet Drawdown, qui liste une centaine de solutions pour réduire les niveaux de gaz réchauffant l'atmosphère. C'est un projet mondial avec pas mal de chercheurs qui réfléchissent à des solutions très concrètes. Et dans le top 10, en fait, il y a l'éducation des jeunes filles, la planification familiale comme une solution, un potentiel de réduction des émissions. Ils évaluent cette réduction à 60 gigatonnes de CO2 pour tout ce qui est planification familiale et éducation des jeunes filles. Et donc implication sur la démographie en général. Alors c'est un débat dans la communauté scientifique. D'autres ont plutôt tendance à dire que c'est les modes de vie en général euh, qui vont influencer le réchauffement climatique. On le verra un peu plus tard. En tout cas, l'Afrique, en réalité, elle n'a connu que très récemment une forte croissance démographique, plus forte que sur les autres continents, mais beaucoup plus tardive. Euh, la population, elle est globalement passée de 270 millions d'habitants en 1960 à 440 millions en 1980. Et il y aura environ quasiment 1,4 milliard d'individus en 2022. Et d'ici 2050, la population africaine, elle devrait doubler et s'élever à 2,4-2,5 milliards d'habitants. Et on montera à 4 milliards, si on reste sur les mêmes trends, à 2100. Alors, actuellement, environ la moitié de la population africaine a moins de 18 ans. 25% des enfants dans le monde sont africains.
Et en 2050, l'Afrique devrait accueillir 40% des naissances dans le monde, avec 40% des enfants qui auront moins de 5 ans. Voilà, alors dans les autres sujets dont on a parlé ces derniers mois, il y a l'un des courants océaniques les plus importants au monde qui serait sur le point de se détraquer au niveau du Gulf Stream. Ça, un signe, c'est un signe de baisse de la stabilité qui sont extrêmement préoccupants. Alors, on ne sait pas encore si un effondrement se produira réellement ou à quel point nous pourrions en être proches, mais voilà, c'est quand même, ces signes avant-coureurs sont quand même très alarmants. Là encore, dans un des derniers rapports du GIEC, on y reviendra très succinctement, on a globalement 30 ans d'avance sur les prévisions des climatologues. Et le GIEC explique que désormais, il y a 2 régions dans le monde qui sont devenues trop chaudes, donc inhabitables. Ces 2 zones qui sont au niveau du Pakistan et du Golfe Persique. Et donc là, oui, les climatologues ils connaissaient déjà la menace des canicules humides, notamment. Mais voilà, elles étaient plutôt prédites pour 2050. Et ce que disent les experts, c'est que l'Asie du Sud, du Sud-Est, le Golfe Persique, justement, le Golfe du Mexique, mais aussi une grande partie du continent africain, sont des régions qui seront de plus en plus exposées à ces phénomènes. On peut aussi parler de l'Éthiopie, où pas une goutte de pluie n'est tombée en 18 mois. On en parle dans l'actualité de ces derniers jours. Depuis la fin de 2021, le sud de l'Éthiopie est frappé par une énorme sécheresse, aux conséquences évidemment très néfastes pour des populations nomades somalies. Et on estime 5 à 6% de la population est en grave insécurité alimentaire selon l'ONU. Cela représente entre 5,5 et 6,5 millions de personnes. Et là encore, que dit le GIEC, c'est que la fréquence des sécheresses, elle va doubler en Afrique de l'Est notamment. Ça a doublé depuis 2005 environ. On en parlera avec mon collègue, notamment sur les aspects agricoles, sur l'adaptation des cultures. Je ne vous parle évidemment pas des nombreuses catastrophes naturelles de ces derniers mois, des feux de forêt en Afrique du Nord, des fortes inondations en Benelux l'été dernier, en France en automne, au Maroc l'an passé, en Algérie également. Vous avez toutes ces images en tête. Alors, si je fais rapidement aussi un premier zoom sur l'Afrique, l'ONU estime que 86 des 100 villes mondiales, la croissance démographique la plus importante, sont en Afrique. Sur la base de ce qu'on appelle un index de vulnérabilité au changement climatique, avec environ une cinquantaine de données existantes, ils font des classements un peu sur les villes qui ont des vulnérabilités extrêmes. Et dans le top 10, on a 8 villes africaines, dont notamment la ville, par exemple, de Kinshasa, en République démocratique du Congo, où les 14 millions d'habitants sont déjà régulièrement victimes d'inondations extrêmement fortes. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans le détail des derniers rapports du GIEC. Là, je vous ai mis quelques slides. Tu pourras faire pause s'il y a des questions dans la salle, Estelle, sur le sérieux déjà du GIEC. Ce n'est pas du tout un groupe de lobbyistes isolés du monde et du reste de la Terre, comme on peut parfois l'entendre. Non, c'est un processus extrêmement construit, y compris quand on rédige des rapports successifs qui sont régulièrement mis à jour. C'est vraiment un très, très long processus. Là aussi, je te laisserai zoomer s'il y a des questions dans la salle. Vous savez, il y a différents volets, différentes thématiques qui sont abordées, qui sont mises à jour régulièrement. Et donc, ça produit différents rapports. Ces rapports, ils sont synthétisés. Moi, je vous conseille de lire ces synthèses quand elles existent. Elles sont largement disponibles sur Internet. C'est des synthèses pour les policy makers, pour ceux qui font la politique climatique notamment. C'est des synthèses généralement d'une quarantaine de pages, assez faciles à lire et qui font du coup la synthèse de tout ce qui a été écrit sur le sujet.
Est-ce que Si je fais le point, Ah, oui. j'allais dire, j'allais juste te poser une petite question, Loïc. Et il va falloir qu'on avance pour laisser bientôt la parole à notre ami Aurélien. Euh, Concernant le Maroc, tu parlais de vulnérabilité, de grande sécheresse. Est-ce qu'il y a quelques petits mots à dire sur l'évolution justement des pluies, sur ces dernières années au Maroc ou sur la ressource en eau? On sait que cette année a particulièrement été difficile, hein, cette année en termes de stress hydrique. On est à des records jamais atteints depuis 60 ans. Et effectivement, ça a des implications énormes, notamment sur l'agriculture. Et quand vous additionnez à ça les conséquences de la crise ukrainienne, et ben ça met en tension tout un pan entier de l'économie, avec évidemment des implications économiques et sociales sur la population marocaine, et évidemment aussi les populations, notamment dans le sud du Maroc, euh, y compris là où vous vous trouvez aujourd'hui, hein, qui sont d'autant plus obligés de s'adapter et beaucoup plus tôt que prévu, hein, sur des prédictions de sécheresse. Et là aussi, hein, les rapports du GIEC le montrent sans équivoque. Euh, Très rapidement, si j'ai encore 5 minutes, hein, Ouais. le rapport d'août 2021, il montre que sans équivoque, bah, l'activité humaine a réchauffé l'atmosphère, les océans et les terres, que l'ampleur des changements récents bah, dans l'ensemble du système climatique est sans précédent, hein, depuis plusieurs siècles, voire plusieurs milliers d'années, et que finalement, bah, la température globale, elle continuera d'augmenter au moins jusqu'au milieu du 21e siècle, dans tous les scénarios d'émissions envisagés, avec aussi un second rapport, un très récent, qui là aussi est basé sur beaucoup d'études et qui dit bah, que finalement, désormais, hein, les effets du changement climatique sont irréversibles, qu'on a atteint un point de non-retour, quoi qu'il en soit. Euh, quoi qu'il arrive, hein, même si nous arrivons à maintenir le réchauffement à 1,5 degré, il y aura des conséquences. Euh, et voilà, maintenant, tout l'enjeu, c'est de rester sous ces 1,5 degrés de réchauffement, avec des solutions qui, là encore, ont été récemment présentées et seront présentées prochainement par le GIEC, des solutions assez concrètes. J'espère que vous les discuterez durant cette semaine. Voilà. Très Euh, bien. Et un petit mot pour conclure, éventuellement il y aura peut-être un échange avec Aurélien sur la partie agriculture, mais est-ce que allez, en 1 ou 2 minutes pour conclure tes propos? si je peux faire un zoom sur l'Afrique du Nord, parce que c'est cette zone que vous connaissez et que vous allez vivre, dans laquelle vous allez vivre une semaine, là, vous pouvez voir aussi que on parle pas que d'agriculture et du monde agricole, on parle aussi bah, de tous les effets de ces sécheresses, de tous les effets de ce changement climatique, notamment des implications en termes de migration climatique. Là, vous voyez un peu l'effet dès 2030 et puis ensuite en 2050, avec des villes, des villes qui vont devoir absorber justement tous ces mouvements d'immigration. Vous voyez, ce n'est pas du tout qu'un sujet d'Européens. On parle tout le temps d'immigration dans la dernière campagne présidentielle. C'est aussi des sujets qui peuvent impliquer bah, des populations qui sont touchées très fortement par des changements dus au dérèglement climatique. Et l'Afrique du Nord est extrêmement touchée et aura à s'adapter, à adapter ses infrastructures euh, dans ses principales villes, notamment du nord de l'Afrique du Nord, qui devra absorber bah, toute cette migration climatique du fait de zones qui deviendront très bientôt inhabitables Mhm. euh, et non cultivables. Voilà, donc c'est un des gros enjeux de ces prochaines années. Très bien. Merci Loïc. Ce qui nous permet de rebondir. Alors, j'essaie de couper.
Voilà. C'est bon? Voilà. La parole va être donnée à notre ami Aurélien, puisque la transition a été faite avec la partie culture, agriculture, mais je te laisse présenter un peu tes activités et ce que tu peux faire. Tu as la parole, Aurélien. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Estelle de me donner la parole et l'occasion de présenter à la fois ma structure, Greenleaf Company, hein, donc, qui est une société française, et puis de manière plus générale, le chanvre, puisque c'est la plante sur laquelle nous nous basons effectivement pour changer un petit peu l'alimentation et avoir une alimentation de demain qui soit beaucoup plus résiliente et beaucoup plus en phase avec effectivement l'impact du changement climatique sur nos habitudes de consommation. Alors, je vais pouvoir partager effectivement un PowerPoint. Donc, je vais partager effectivement cette présentation tout de suite. Vous me dites si vous voyez bien effectivement la présentation. C'est OK? Oui, oui, c'est OK. Parfait. Alors on a déjà effectivement, grâce à Loïc, abordé un peu ce constat effectivement de l'impact du changement climatique et des changements nécessaires qu'on doit effectivement faire pour opérer, pour apporter des solutions à tout ça. Et effectivement, avec une population qui est en très forte progression, d'ici à 2050, on a un impact, on sait aujourd'hui, de l'alimentation, de notre alimentation sur le climat qui est extrêmement importante. Donc, il y a un rapide, effectivement, graphique. Il y a un graphique qui vous montre effectivement que notre alimentation a un impact et par exemple, consommer de la protéine issue effectivement du bœuf ou du mouton ou du porc a effectivement un impact sur un impact environnemental certain. Là, il y a la protéine de soja qui est effectivement mise en parallèle, donc une protéine végétale qui est mise en parallèle avec ces protéines animales, puisque je n'ai pas à date de graphique qui présenterait l'impact du chanvre sur l'environnement. Et je vais vous en parler très rapidement. Cet impact du chanvre, aujourd'hui, il est positif sur l'environnement. Pourquoi? Parce que c'est une culture, effectivement, qui a de nombreux bénéfices. C'est une culture déjà résiliente. Quand on parle de réchauffement climatique, c'est une culture qui est très adaptée, effectivement, aux fortes chaleurs. C'est une culture qui n'a pas besoin d'irrigation. Elle n'a besoin d'eau que lorsque justement la saison le permet. Une fois que le chanvre entre en floraison et que justement ça correspond à la saison sèche, il n'a plus ou très peu besoin d'eau. Donc, il n'a pas besoin d'irrigation. C'est une culture qui vient restructurer les sols et qui vient également absorber énormément de CO2 et on a ainsi un bilan carbone négatif, c'est-à-dire que le chanvre, après process, après transformation, a absorbé plus de CO2 qu'on en a eu besoin effectivement pour le cultiver et pour le transformer. Également, c'est une culture qui est dite bas intrant, donc qui n'a pas besoin effectivement de produits phytosanitaires, ni d'insecticides, ni de pesticides. C'est une culture rustique, en fait, pour faire simple. Donc… Excuse-moi, justement, j'en profite hein, pour essayer d'adapter à la zone. Tu as vu que là, on est sur Hassilabad, une zone rurale, désertique, enfin, aride. Tu recommanderais, par exemple, la culture de semences de chanvre typiquement dans cette zone, dans ce type de zone? Alors, la culture du chanvre, les Marocains la connaissent très bien, puisque pour effectivement pour la résine de cannabis, hein, on parle de chanvre, le chanvre, c'est du cannabis, c'est l'espèce Cannabis sativa. Simplement, il y a des variétés aujourd'hui qui sont légales parce qu'elles possèdent très peu
de THC, inférieur à 0,3% en ce qui nous concerne en France. Et je ne connais pas exactement quelle est la réglementation au Maroc, mais j'ai vu qu'il y avait des expérimentations qui étaient menées justement pour valoriser les applications techniques du chanvre, puisque là, on parle essentiellement d'alimentation aujourd'hui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le chanvre, c'est une culture qui va être sans déchets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir valoriser aussi bien la graine, donc qui j'aurais peut-être dû commencer par là, qui recèle effectivement des protéines végétales, mais également des oméga-3, des minéraux, des vitamines, ce qui fait qu'effectivement la graine de chanvre est considérée comme un super aliment, ce qui rejoint un petit peu à la question de la nutrition santé qui était la slide que je vous présente actuellement. Donc, mais au-delà de ce super aliment, le chanvre, on va en valoriser effectivement, et on en a toujours valorisé la tige pour deux applications, à la fois pour la fibre, ce qui entoure en fait la tige et qui va permettre effectivement de faire du textile, mais également de faire du papier, de faire de l'isolant pour le bâtiment. Donc, on a de multiples applications pour la fibre. En France, par exemple, pour se vêtir, on a toujours utilisé soit la fibre de chanvre, soit la fibre du lin ou éventuellement la laine. Mais on avait pendant des siècles et des siècles que ces solutions-là pour se vêtir. On ne connaissait pas le coton et on connaissait encore moins, bien sûr, les fibres synthétiques. Et l'intérieur de la tige, qu'on appelle la chaîne-vote, est utilisé pour de nombreuses applications également, notamment pour faire du paillage horticole ou pour faire de la litière pour animaux. Donc, rien ne se perd en fait dans le chanvre, et c'est ça aussi qui en fait une culture particulièrement intéressante. Donc, je sais effectivement, et j'ai vu passer, j'ai pas là l'information sous les yeux, mais j'ai vu qu'effectivement les choses changeaient, la perception du chanvre au Maroc changeait, à la fois parce qu'il vient d'être lancé une expérimentation, un cadre réglementaire vient d'être voté, si je ne me trompe pas, sur la partie cannabis médical. Donc, on voit bien effectivement qu'il y a aujourd'hui la perception que les Marocains et que les autorités marocaines ont du chanvre. D'ailleurs, c'est un changement tout à fait global au niveau international. Notamment, le cannabis a été, d'un point de vue loi internationale et convention unique sur les drogues des Nations Unies, l'usage médical du cannabis a été reconnu. Alors que, donc, il y a eu un changement dans le tableau en fait, des drogues. Donc voilà, on sait qu'aujourd'hui, la légalisation du cannabis d'un point de vue médical est un mouvement de fond et de nombreux pays ont désormais légalisé le cannabis d'un point de vue médical et le Maroc vient de le faire il y a peu de temps. Ils sont assez en avance sur ces questions. Aujourd'hui, ils cultivent légalement, il me semble, de tête entre 5 000 et 7 000 hectares de cannabis, et 10 fois plus si on intègre le marché informel et les cultures qui sont moins légales dans des zones particulières, mais effectivement avec une législation qui avance très rapidement et avec un potentiel énorme derrière. C'est bien, merci Loïc de compléter parce que j'ai moins en tête, effectivement, j'ai vu passer des infos sur effectivement tous ces changements au Maroc, mais je ne suis pas un expert, loin de là. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit que ça ouvre la porte, effectivement, à de nouvelles applications et qu'on va certainement pouvoir valoriser cette culture pour tout ce qu'elle permet de faire et notamment effectivement en alimentation, puisque c'est quand même le cœur de mon propos aujourd'hui. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est très intéressant. Donc, je vais vous parler rapidement effectivement des intérêts de la graine de chanvre. Donc, c'est des protéines, c'est des acides aminés. Ça permet effectivement de diminuer la consommation de protéines animales pour entamer cette transition vers la protéine végétale. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est une protéine qui est complète. Elle n'a effectivement pas de carence sur les acides aminés, comparativement à de très nombreuses protéines végétales qui effectivement ne sont pas complètes et qu'il faut pouvoir contrebalancer avec d'autres apports, avec d'autres protéines végétales. Donc, je vais vous parler rapidement, j'ai oublié que j'avais ces slides-là, ça fait longtemps que je n'avais pas revu cette petite présentation, mais je vous disais effectivement que la culture du chanvre, elle absorbe 4 fois plus de CO2 que les arbres, qu'elle n'a pas besoin d'irrigation, qu'elle restructure les sols, qu'elle n'a pas besoin de produits phytosanitaires, que c'est un réservoir de biodiversité. J'avais oublié de le préciser, mais il y a des études scientifiques qui démontrent notamment qu'elle a un impact, la culture du chanvre a un impact positif sur les populations de pollinisateurs, notamment les populations d'abeilles. Donc, je finissais par dire qu'effectivement, tout est valorisable et qu'il n'y a pas de déchets.
Donc, le chanvre, c'est aujourd'hui un ingrédient incroyable avec de très nombreuses vertus nutritionnelles et écologiques, pourtant méconnues, qui peuvent contribuer à répondre aux enjeux de notre société et apporter du bien-être. On parlait effectivement cannabis médical, etc. Nous, on a deux axes au sein de Greenleaf Company. On a la partie alimentaire où on réintègre le chanvre au sein de l'alimentation courante des Français. Donc, on va incorporer ça dans des aliments du petit déjeuner, dans des pâtes à tartiner, dans des granolas, dans du snack, dans tout un tas d'aliments que les gens ont l'habitude de consommer, parce que c'est comme ça qu'on peut aussi le démocratiser au maximum. Mais on valorise également la feuille, la fleur, dans laquelle on trouve des cannabinoïdes, et notamment le CBD, qui est un marché à très fort potentiel, et dont, évidemment, le Maroc pourrait aussi bénéficier, puisque l'intérêt du CBD, donc contrairement au THC, qui est la molécule psychotrope du cannabis, qui a une utilisation notamment médicale, au-delà de l'utilisation récréative qu'on peut lui connaître, le CBD n'est pas un psychotrope. Donc, on a une molécule qui aujourd'hui intéresse, contrairement aux gens qui consomment du cannabis pour les effets euphorisants, on a une molécule qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Donc, le marché potentiel de cette molécule est énorme, puisque l'intérêt du CBD, c'est essentiellement d'agir sur le stress, sur la récupération musculaire pour les sportifs, notamment, et également qui a des propriétés bénéfiques sur toute la partie sommeil. Donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, l'époque moderne, effectivement, génère du stress, génère des problématiques de sommeil, et voilà, il y a aussi ce marché des sportifs qui est assez important. Donc, je ne sais pas exactement si tu voulais que je complète sur certains axes, Estelle, puisque j'ai fini le slide de présentation. Donc, j'ai évoqué effectivement la pluralité énorme d'applications qu'on pouvait faire avec le chanvre, ses intérêts effectivement agronomiques, avec une culture qui est propre et effectivement qui est adaptée aux régions chaudes, puisque voilà, le Maroc est une terre ancestrale, j'ai envie de dire, de culture du chanvre, avant bien sûr que le cannabis ait été criminalisé. Il y avait des échanges commerciaux très forts. C'est anecdotique, hein, mais enfin, ça l'est aujourd'hui, ça ne l'était pas à l'époque, mais il y avait des échanges commerciaux très forts entre le Maroc et la France autour du commerce du hashish, qui était parfaitement légal, qui a été parfaitement légal pendant très longtemps. Le cannabis en France, notamment, faisait partie de la pharmacopée jusqu'en 1954. Donc, on voit bien qu'il y a un potentiel économique qui est très présent et qui est tout à fait en phase avec effectivement ce réchauffement climatique d'un point de vue agronomique et aussi en phase effectivement avec d'un point de vue nutrition. Et comment est-ce qu'on peut s'alimenter, comment on voit, effectivement, on parlait, Loïc évoquait cette interdépendance très forte qui fait qu'aujourd'hui, un conflit en Ukraine va amener effectivement une déstabilisation des ressources alimentaires sur tout le globe, et notamment en Afrique, où on est très dépendant du blé, entre autres. Donc, aujourd'hui, énormément de pays se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils peuvent être beaucoup plus résilients d'un point de vue alimentaire, comment cet objectif d'autonomisation en fait peut se concrétiser. Et le chanvre, à mon sens, est certainement une des solutions pour pouvoir gagner en autonomie alimentaire, notamment dans des régions très chaudes, arides, assez arides, et ce qui est le cas aujourd'hui du Maroc. Donc, c'est assez effectivement intéressant de voir que ces impératifs, aujourd'hui, heureusement, se conjuguent effectivement avec un changement de perception de cette plante-là, dont on voit en fait qu'elle est tout à fait pertinente pour justement venir répondre à ces enjeux. Alors, du coup, ça m'amène à poser une question. En termes de formation du cultivateur, pour savoir comment entretenir, enfin, comment faire pousser cette semence, comment la récolter. Et ensuite, en termes de... là, ce sont des questions, j'ai envie de dire, de profanes, hein, mais on peut
estimer qu'une parcelle de combien de mètres carrés ou kilomètres carrés, enfin oui, d'hectares en tous les cas, peut être suffisante pour alimenter, je ne sais pas moi, un petit village. Est-ce que tu as Je vais des… donner quelques Oui. indications par rapport à ça d'un point de vue agronomique. Suivant les variétés, d'un point de vue graines de chanvre, on varie entre 700 kg et 2 tonnes à l'hectare. Pour vous donner un peu une idée, qu'est-ce qui est important de maîtriser pour un agriculteur qui se lance dans la culture du chanvre? Au semis, ce qui est important, c'est de semer au bon moment, puisque au bon moment, s'il est semé au bon moment, le champ va pouvoir étouffer les adventices. Donc, il n'y aura pas de nécessité de désherbage, ce qui est important, ce qui permet effectivement de limiter, en France en tout cas, l'utilisation du tracteur pour désherber. Et bien sûr de ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour pouvoir désherber de manière chimique. Excuse-moi Aurélien, est-ce qu'on peut couper le partage d'écran comme ça on le voit et ce sera… Bien sûr, oui, tout à fait. Et ce qui est effectivement important de signaler, c'est que une fois que le chanvre est semé, il n'y a entre guillemets rien à faire. Là où, donc contrairement à d'autres cultures, là où il y a une complexité un peu plus importante, c'est à la récolte, puisqu'à la récolte, la graine de chanvre doit être séchée très rapidement. Alors, il y a effectivement moins, il y aura certainement, alors je ne suis pas un expert du climat marocain, mais il y a cet impératif d'un séchage rapide quand on récolte en septembre-octobre. Donc, les semis, en France, en tout cas, se font à peu près entre avril et fin mai pour une récolte entre septembre et octobre. Et là où il y a une complexité, c'est que en France, quand on est en septembre-octobre, souvent il y a des pluies, il y a un taux d'humidité qui est assez important. Du coup, la graine doit être séchée très vite pour pouvoir assurer une conservation dans le temps, de manière assez longue, puisque le chènevis, la graine de chanvre, peut tout à fait être stockée pendant 12 mois si elle a bien été séchée à la récolte, ce qui permet d'avoir un taux de peroxyde très bas et une bonne conservation, sans que cette conservation donne lieu à un entreposage particulièrement, on va dire, compliqué, ou en tout cas qui demanderait des investissements particulièrement importants. Si la graine est bien séchée dans les heures qui suivent la récolte, on peut stocker la graine de chanvre de manière assez rudimentaire pendant 12 mois, sans avoir besoin de silos particulièrement onéreux avec Des équipements. des équipements, voilà, des silos qui permettent de maîtriser effectivement la température, l'hydrométrie, etc. Donc, c'est vraiment effectivement cette maîtrise du séchage à la récolte qui est important. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du Maroc qui a des périodes longues de sécheresse, enfin de temps où il n'y a pas de pluie, et notamment en septembre-octobre, où a priori il n'y a pas de pluie, ce qui permet d'autant plus facilement d'avoir une récolte sèche, au sec, mais avec quand même un dérèglement climatique et des saisons qui existent de moins en moins, et parfois des fortes pluies qui viennent comme ça humidifier des récoltes un peu en dernière minute, ce qui pose parfois d'énormes problématiques. Donc là encore, on est sur la problématique clairement du dérèglement climatique qui peut parfois avoir des effets un peu pervers de dernière minute, imprévus, alors qu'on était plutôt sur des terrains très favorables parce que sec assez longtemps dans l'année. Mais j'ai une dernière question qui me vient en tête et après, je pense que nous pourrons conclure. C'est une plante qui régénère les sols et me vient en tête ces notions de jachère, de sol qu'il faut laisser en jachère. Qu'est-ce que tu peux dire d'ailleurs par rapport à tout cela, Alors, Aurélien ? il y a une chose que je n'ai pas précisée. Effectivement, quand j'ai dit que ça restructurait les sols, le réseau racinaire du chanvre est très profond et c'est ce qui permet justement de venir effectuer cette restructuration, ce qui donne lieu, et ça des études l'ont montré en France, quand on fait de la rotation de culture sur un même terrain, à peu près 10% de rendement supplémentaire quand on cultive par exemple du blé après avoir cultivé du chanvre. Donc, il y a un vrai impact, y compris sur les rendements. C'est pour ça qu'on parle du chanvre comme étant une excellente tête de pivot de culture. Alors, la jachère, en France en tout cas, et c'est dans les documents que j'ai pu transmettre, Estelle, sur le point de vue agronomique, on recommande effectivement de cultiver du chanvre de manière
récurrentes sur les mêmes parcelles pour éviter, j'ai oublié d'ailleurs le nom de cette plante qui ne vient pas là tout de suite, les arcobranches, je crois que c'est le nom de cette plante qui vient un peu, qui vient lorsqu'on multiplie la culture du chanvre d'année en année sur les mêmes parcelles. Après, ce n'est pas une plante qui vient particulièrement appauvrir les sols, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Le chanvre a fondamentalement besoin d'azote, mais hormis l'azote, il est assez faible en termes de ressources de besoins pour la cultiver. Ouais. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, effectivement. Et on parlait de la graine. Il y a un des débouchés auxquels je n'ai pas forcément évoqué, mais la graine de chanvre, par exemple, en France, elle a toujours été aussi comment dire, ça a toujours été un aliment en nutrition animale. Donc, on pense effectivement à l'alimentation humaine, mais notamment aujourd'hui en France, toutes les graines qui sont déclassées parce que notamment le taux, par exemple, de peroxyde est un peu trop élevé, ça part effectivement en alimentation animale. Donc, c'est pour ça que je dis que rien ne se perd, même quand des fois on a des problèmes de qualité, de calibrage de la graine, des graines qui sont trop petites, etc. Il y a toujours un débouché. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et textile, et isolant thermique, et plein de choses. Sur la partie fibre, les applications sont presque… aujourd'hui, on fait du plastique avec du chanvre, il y a des débouchés qui sont presque infinis. Donc, alors, les débouchés traditionnels, effectivement, avec la fibre, c'est le papier, c'est le textile. Mais aujourd'hui, on évoque aussi les carburants. Alors, l'huile de graines de chanvre a toujours été un carburant, c'est de l'huile lourde. Et notamment en France, on utilisait les lampes à huile, on utilisait traditionnellement de l'huile de chanvre pour alimenter les lampes à huile. Les premiers moteurs diesel, je ne sais pas si vous le savez, mais étaient alimentés avec de l'huile de chanvre. Voilà, aujourd'hui, même si le cours du diesel augmente, je ne pense pas qu'il sera rentable d'évoquer effectivement l'utilisation de l'huile de chanvre en tant que carburant. Par contre, en tant que carburant de deuxième génération, sachant que le chanvre possède le taux, parmi les plantes, a un taux flûte, le terme m'échappe, un faible taux de lignin et un fort taux de… bref, le terme m'échappe, mais pour faire des carburants de deuxième génération, c'est aussi une plante très prometteuse. Donc voilà, c'est pour ça que les débouchés sont quasiment infinis. Très bien. Je te remercie, Aurélien. Je pense que nous pouvons conclure, sauf si tu veux rajouter quelque chose, Loïc. Non, mais en tout cas, comme on parlait aussi des solutions, et je pense que vous aurez toute une réflexion sur les solutions concrètes pour baisser notre empreinte carbone, pour réfléchir à des bilans carbone les plus négatifs possibles. Là, on a un exemple d'une culture qui est propre, qui est rentable, qui est résiliente, et puis qui en plus est multi-usage. Donc, c'est tout bénef en termes de solutions pour réduire son empreinte carbone. Tout à fait. Très bien. En tous les cas, je vous remercie pour cette intervention qui sera retransmise. Le maître mot aussi du projet, c'est la coopération internationale et coopération, qu'elle soit agricole ou sur d'autres savoir-faire. Et je vous remercie tous les deux et à bientôt de toutes les façons. Merci beaucoup. Merci beaucoup.